This is real skiing. Real skiing on real mountains, on real snow, on real jumps, on real cliffs. Daily Free Ski Podcast, le podcast volontairement aigri. Salut les aigris, Daily Free Ski Podcast, on est là avec toute l'équipe de Bras Cassés. On accueille pour cet épisode celui qui a préféré faire un mute que d'avoir une médaille olympique en boss à Nagano, celui qui, selon la légende, aurait créé Armada, le shaper de Black Rose, l'esthète du freestyle. Il a shooté 10 ans avec Poor Boys Productions, a été une star du free ski, mais vit désormais à Moutier. J'ai nommé monsieur Julien Régnier. Salut Julien. Bonjour. C'est très solennel. On est parti, hein, t'as vu ton œuvre, version Daily Free Ski. T'as commencé par le ski de boss. Nous, on voulait te poser une question. T'étais au JO à Nagano avec l'équipe de France. Tu te fais disqualifier parce que tu as un 3-6 minutes. Est-ce que tu voulais faire passer un message à ce moment-là ? Pas du tout. Je fais pas du tout disqualifier. Donc c'est une légende que tu t'es fait disqualifier. Bah ouais, elle est pas très connue cette légende. Pas du tout disqualifié. Moi j'ai fait des mauvaises qualifications. Puisque j'étais pas mal en forme la Coupe du Monde d'avant, je finis deuxième et je loupe un twist dans le dernier saut du Kini, je crois 12 des qualifs. Et quand t'es 12 aux Jeux Olympiques avec une piste facile comme on avait à Nagano, c'est quasiment impossible de remonter. Donc moi je savais que c'était pas possible de faire un podium. Mais bon, de toute façon tu y vas, c'est une finale olympique, tu vas pour skier, essayer de bien skier. Et le 3-6 mute, on avait su pendant la semaine d'entraînement que le saut avait été ouvert. Alors c'est un peu compliqué là à l'époque comment ça se passait pour ouvrir des sauts en ski de boss. Il fallait apparemment pour valider un nouveau saut envoyer une vidéo au juge ou montrer au juge sur TikTok. Un concours YouTube. Ils veulent vraiment connaître et analyser le saut pour savoir comment le juger, et qu'est-ce qu'est le saut et savoir s'il est bien fait ou il n'est pas bien fait. Pour vous dire, quand on faisait les 3-6 cross, c'était 180, je mets mes skis en arrière, je fais une croix, et il faut que je fasse la croix le plus possible face au juge. T'as le cahier des charges, quoi. Ouais, non, mais c'était ça. Nous, c'est un peu ça qu'on a essayé de changer dans l'univers du ski boss, on n'est pas arrivé. Mais c'était ça. Donc, il fallait que le 3-6 minutes soit, entre guillemets, homologué. Et nous, on savait pas que ça l'était. Ça avait été fait par Johnny Mosley, qui a gagné les Jeux Olympiques. Et ça avait été fait par les Américains. Ils se le gardaient. Les enfoirés. Mais c'est dingue que tu aies le droit de rajouter un tricks. Ils ont envoyé une petite cassette VHS de leur tricks. Il n'y avait pas internet à l'époque aussi. Possiblement, oui. C'est génial. Ce qui était un peu bizarre, c'est que Johnny, c'était pas vraiment lui qui poussait cette nouvelle vision du truc, là, attraper ses godasses et ses bouts de ski. C'était plus JP, Cusson, etc. Enfin bref. En tout cas, ils ont fait un petit peu les... je sais pas comment on peut appeler ça. Les bâtards. Ouais. Et nous, on l'a su parce que ça s'est su. Mais les juges te disent jamais, tiens, maintenant le 3-6 minutes est autorisé en compétition dans les JO, quoi. Il n'y a pas de communication à l'époque. On l'a pas su. On l'a su avant Nagano, ouais. avant Nagano, mais à la semaine d'entraînement. Pour travailler tes tricks, quand tu le sais une semaine avant, ça change quand même la donne. Ouais, mais c'est ce que je te dis, c'est que Johnny, lui, il avait eu besoin de le travailler, ce truc. Alors moi, je savais le faire, point barre. Ouais. Après, le travailler... Moi, en l'occurrence, je l'ai pas fait forcément super bien, mais je l'ai fait. Mais non, c'était pas un souci majeur. Et est-ce que c'est un moment fondateur de lancer des tricks un peu inconnus dans une épreuve olympique diffusée à la télé qui aurait pu lancer un peu le free ski, le freestyle, ou tu l'avais pas du tout vu comme ça ? Bon, un petit peu quand même, je pense. C'était un des débuts de ce que nous, on voulait faire sur les skis avec ce groupe-là de copains. Ouais, c'est un peu fondateur de ce que nous, on avait envie de faire. Puis c'est surtout que ce groupe, Jeep, Cusson, Dorion, on était tous des skieurs de boss. On savait pas quoi faire. Moi, je veux dire, après Nagano, je me suis blessé pendant une saison. Je me suis cassé 3 fois la clavicule. À la suite ? Ouais. pas mal, beau score. Au bout d'un moment, ça fait mal. Donc je me suis blessé, et c'était Cusson, JP, tout ça, ils avaient vraiment leur équipe canadienne était super forte. Eux, ils étaient vraiment forts et ils avaient du mal à être en élite.
Donc ils ont assez facilement, je ne vais pas parler pour eux, mais ils ont tous décidé d'arrêter. Moi, je revenais des Jeux Olympiques, je m'étais blessé, et ça a été quand même assez dur d'arrêter le ski de boss parce que j'étais en élite, parce que j'avais t'es en équipe de France. Olympique. Ouais, puis en équipe de France élite, tu étais dans les meilleurs groupes. Ah ouais. Quoi. C'était la question d'après, justement. C'est à quel moment, après Nagano, tu as décidé d'arrêter et de créer le freestyle, quoi. Enfin, le freestyle moderne ou le freeski, comme on l'appelle. Juste avant ça, le remise en contexte aussi, c'est qu'à l'époque, le ski de boss, c'était un peu le côté cool du ski, quoi. Maintenant, ça nous paraît un peu vraiment à l'ancienne et tout, mais c'était le seul moment dans le ski où tu voyais des mecs qui faisaient des figures. Je veux dire, en 92, Groupillon, là, ça devient une rockstar. Les tournées Marlboro Ski Show dans les stations où on disait allez fumer des clopes, les jeunes, et regarder des champions faire des sauts, c'était quand même incroyable. Et maintenant, ça a une image un peu old school, mais à l'époque, c'était vraiment une nouveauté dans le ski, quoi. Ouais, le côté alternatif du ski était représenté par le ski de boss, quoi, à l'époque. Tous les petits cons, les rebelles, ils étaient là, et puis ils faisaient ça, quoi. Justement, ce point de transition où tu passes de la bosse à la création du freestyle, où justement t'as plus de coach, t'as plus rien, et tu filmes, ça se passe comment? Alors t'es vachement connecté justement avec les Canadiens. Ouais. Je pense que ça t'a vachement aidé, les fils, JP et tout. Mais raconte-nous un peu comment ça s'est passé, parce que t'es vraiment des pionniers du freestyle, quoi. Ouais, nous, toute cette équipe, puis il y avait Candide à l'époque aussi, il y en avait plein d'autres, hein. Mais c'était plus canadien, français, américain, un petit peu moins. Et donc, petit à petit, ça a évolué aussi avec les skis. Donc, en 98, 99, on n'avait pas vraiment de ski. 99, il y a le 1080 de Salomon qui est arrivé. Et là, on a vraiment commencé à vouloir rider aussi différemment, pas faire que de la bosse. Il y avait les snowparks en snowboard qui étaient là. Ouais. Mais nous, on voulait skier dedans, skier dans les pipes, etc. Et on savait que c'était pas avec nos skis de boss que ça allait fonctionner bien. 1m90, rigide. Ouais, puis il manquait une spatule à l'arrière, hein, bêtement. Donc on a un peu poussé pour... moi, j'ai poussé chez Rossignol pour avoir... Avec le Power, c'est ça? Ouais, alors l'aventure du Power, c'est Bob, qui était un shaper de snowboard chez Rossignol, qui avait pris un moule de snowboard, il l'avait coupé en deux, il avait calé des trucs, et il avait fait un ski bispatule qui marchait pas bien du tout, parce que le truc était... le truc était... Un speedboard, quoi. Ouais, mais... Bizarrement, ça marchait mieux qu'un speedboard, c'était un ovni, le truc, ça, c'était super bizarre, mais en tout cas, ça avait, mais c'est pas le Power, ça c'est le Rec, pardon. Donc ça avait commencé comme ça chez Rossignol. C'est un tout petit ski, le Rec, il s'appelait. Et toi, cette génération-là, on parle des Québécois, et tout ce début du free ski, tu décides de partir aux États-Unis ou au Québec pour être là-bas, là où ça se passe? Comment tu gères un peu ça, ou tu es ici à distance en France? Comment tu gères le truc? Je suis parti 2001 pendant 3 ans sur Whistler pour passer les hivers à Whistler et puis filmer. Et puis j'avais pas mal de copains qui étaient de là-bas et j'ai décidé de faire mes saisons là-bas, de m'acheter un skidoo, un gros pick-up et puis vivre le rêve. Génération pour boys. Mais d'ailleurs, tous les, si vous regardez beaucoup d'images cultes de l'époque sont filmées à Whistler et surtout sur les glaciers de Whistler. C'était un gros spot. L'époque Tina Hitzig chez Salomon, t'as vachement de shots de là-bas. Hein. Ouais. C'est vraiment un gros spot. Camp, ça a vraiment poussé le 1080 parce que ils l'ont reçu pour les summer camp. Il y avait des big air et puis voilà, ils ont filmé pas mal de trucs sur les glaciers là-haut. Ouais. Il y a pas mal de références au snowboard là, quand on écoute un peu les interviews que tu as pu faire, ou même là tu nous en parlais, hein, les premiers moules des skis freestyle, c'était des snowboards coupés en deux. Est-ce que s'il suffisait de copier les snowboarders pour lancer le free ski, ou c'était pas aussi simple que ça? Ou d'une certaine manière, oui. Je pense que c'était vachement skate aussi. Skate, snow. Mais après, fallait qu'on arrive à aussi déconnecter des codes du freestyle traditionnel parce que je dis toujours, en termes de performance, on avait quand même des mecs en freestyle qui faisaient des triples avec 4 rotations en l'air. Full, triple, full. Sepp Foucras, tu vois, tous les sauteurs acrobatiques, les triples, ils les faisaient depuis... sans bâton et ski d'1 m 30. Ouais, mais bon, voilà, le mec, il se met des tirs à 10 mètres de haut. Et voilà, et
et nous, c'est pas ça qu'on voulait faire. Mais on était plus dédié à du gros saut que du ski de boss. Et notamment du saut dans des environnements naturels, etc. Ou des big air bien shapés, parce que ça a mis quand même du temps aussi à ce qu'il y ait des big air bien shapés. La science. Ça pop, ça t'envoie to the moon, comme on dit là. Allez, les problèmes de dos. Mais je trouve que ça c'est super intéressant, justement, c'est le sport que vous avez créé, parce qu'à l'époque il y avait pas non plus 3-4 personnes, on va dire, c'est une cinquantaine de gens qui définissent ce qui est cool. Aujourd'hui ça paraît cliché, tu dis n'importe quel grab c'est cool, est-ce qu'un Liu Kang c'est cool, est-ce qu'un truck driver c'est cool. Mais à l'époque, toi, t'avais rien, quoi. Alors, il y avait quelques grabs, tu regardes les snowboards qui font des grabs, tu regardes t'inventes pas les rotations, les flat spins et des spins, tu connais, mais... Ouais, bah, même les rotations, cool, il a fallu... un flat spin, c'est pas venu comme ça, quoi. Et ouais, tu vois, le flat spin, c'est venu plus dans les années 2000. Non, ça a mis du temps, hein, rien qu'à... Ouais, à poser les bases, quoi, à avoir les codes. Les rotations, à comprendre, déjà à comprendre comment on peut prendre un saut en marche arrière, tu vois. À comprendre comment se placer pour envoyer ta rotation en switch. Et si tu regardes le switch 720 de GF au premier X, il le fait en unnatural. Parce qu'il est là, et puis il envoie comme ça. Il arrive un peu en canard sur le kicker. Ouais, il arrive en canard, puis à l'époque, on savait pas s'il fallait qu'on se mette comme ça. Et que tu je vois, tu regardes à gauche pour lancer à droite, ça, et puis tu regardes. Ouais. Alors que c'est maintenant, je pense qu'ils font plus ça, les jeunes. Ouais. Tu fais ça, et puis tu t'inities. Il est en train de nous mimer dans son garage. Comment lancer un switch en switch, c'est magnifique. Qui en switch, c'était à l'époque, on savait pas faire. Ouais. Trouver la fente, trouver les dynamiques pour regarder à l'extérieur du virage au lieu de regarder à l'intérieur, ça paraît con, mais c'est des questions qu'on se posait pas non plus, mais il fallait les résoudre, les problèmes. Quand tu avais compris que c'était mieux de regarder extérieur virage, enfin tout ça, et puis après faut que le corps il s'y habitue, ils comprennent, puis les nouvelles générations, elles nous voient, alors c'est plus facile, elles n'ont pas à réfléchir à ça, elles réfléchissent à ce qu'il y a de plus à mettre en plus. Mais ouais, nous on avait pas mal de petits essayer de faire évoluer les mouvements et la... Tu avais tout à créer, quoi, les grabs, après oui, il y avait les grabs, il y avait plein de trucs à faire avec les grabs, essayer de trouver une esthétique plus ou moins bien avec des trucs merdiques au début, et puis des trucs mieux. Il y avait tout à créer, et même une marque cool, et une vraie marque de freeski, et ça lance un peu l'aventure Armada. On veut vraiment connaître l'histoire. Tu aurais été un des fondateurs de la marque iconique Armada. Tu peux nous raconter ça, comment ça s'est passé, et puis aussi comment ça s'est terminé, ça nous intéresse beaucoup. Ah ouais. Ah bah ouais, direct. Surtout comment ça s'est fini. Tout le monde veut le savoir. Ouais, comment ça a commencé Ça a commencé quoi, en 2000 Ouais, 2000. On s'est réunis avec Jeep, Cusson, Tanner n'était pas encore là. C'est-à-dire qu'on s'est réunis, on prend une bière dans un bar. On fume un pétard. Non, moi je fume pas, donc il n'y avait pas de. Des cafés. Non, JP, Cusson, ils faisaient pas ça. Et en plus, les filles, ils avaient leur pro modèle chez Dynastar à l'époque. Ouais. C'est une époque qui se fera plus, où chacun, c'était une taille différente, hein, je crois. Hein. Ah, je me rappelle. Je crois que le 171 c'était un fil, le 182 c'était un autre fil, et il y avait 3 designs différents à 3 tailles différentes. Donc t'achetais un pro modèle suivant ta taille. Ouais. Mais l'histoire. Mais les deux fils, ils sont pas partis pour l'aventure. On s'était réunis au Québec là, à un moment donné avec Chris O'Connell, qui était un photographe célèbre à l'époque. On voulait faire un forum. Il y avait forum pour le snowboard, avec un team très cool et une boîte qui avait un peu donné le contrôle marketing à son équipe de riders. Et nous, on voulait faire ça. Après, on était tous chez des majors. Le freeski a débuté à part Line avec des boîtes de ski traditionnelles. C'était Rossignol, Salomon, Dynastar. Là où il y avait l'argent, quoi. Non, parce que nous, ils nous en donnaient pas de l'argent. Non, mais derrière, tu as des équipes qui pouvaient produire des skis, des techniciens. Je veux dire, l'argent, c'est pas que la moula, quoi. Ouais, mais ça pourrait. T'en as besoin encore? Où est l'argent, Julien? Rends l'argent. Rends la thune. Non, mais oui, il y a eu l'effort de fait pour nous fournir des skis. C'est déjà pas mal. Et ça a été compliqué. Hein, on a beaucoup demandé.
Mais bon, c'est ce qui est normal. Rossignol, ils étaient là, bon, bah, faut qu'on en vende combien de ces skis pour que ce soit rentable. Rentable et moule et tout ça, ouais. Et puis, Et créer le marché, quoi. Et à qui tu parles, enfin bref. Après, c'est des... Ouais, bah, c'était Le un marketeur est dans la pari. place. C'était un pari qui était pas gagné d'avance. Mais honnêtement, à développer un ski, c'est quand même. Pour Rossignol à l'époque, c'est pas non plus. De toute façon, ils l'ont fait. Et ils l'ont fait sans. Enfin, il a fallu les convaincre. Mais... On va y venir après sur Voilà. développer des skis et des chépés. Mais là, donc, vous réunissez pour créer Armada. Et comment ça se lance Bah, ça se lance que voilà, ouais, on a envie de créer un team. On a envie d'être au contrôle de notre avenir professionnel. C'est un podcast de start-up. C'est un post LinkedIn là, qui nous fait. Mais réellement, on voulait être un peu au contrôle de comment nos marques nous représentaient. Comment le ski était représenté par la marque de ski pour laquelle on skiait. Alors, on est sur de l'image, C'était- parce que le freeski c'était de l'image. Et je pense que là, tout se contrôle aussi. Donc, vous vouliez votre propre image et votre propre marque. Ouais, bah, Créatif, c'est ça. quoi. Et puis aussi être capable de faire nos skis. Parce que c'était pas évident non plus d'avoir les shapes qu'on voulait. Donc là, il y avait le backcountry qui se développait pour avoir un ski. Moi, j'arrêtais pas de demander des skis plus larges pour du backcountry. J'en parle avec Sam Favret. Pas du tout Sam Favret. Je veux dire, il avait 8 ans. Donc j'en parle à Yo Favret. Je travaillais chez Salomon. Moi, j'étais chez Rossignol. On prend la pioche à Tignes. Ensemble et je lui parle, bon, on discute et puis je lui parle de ça. Je lui dis, ce serait cool d'avoir un ski plus large, machin. Et hop, ils font le Pocket Rocket. Et moi, Les il m'a bâtards. dit, bah non, mais ils ont bien fait parce que ça a toujours été à force de Salomon. Ils sont, voilà, ils prennent des idées et ils hésitent pas. Enfin, ils attendent pas 4 ans avant de se dire ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, parce que ça coûte pas non plus si cher que ça de faire un moule de ski et d'essayer. Surtout pour des boîtes comme ça. Après, forcément, hein, si t'as 100 projets dans l'AD, ça commence à être plus Ça te fait compliqué. quoi de le voir sortir là, le Pocket Rocket là? Bim. Bah, lui, il me l'avait pas dit à l'époque, il me l'a dit plus tard. On Mais me dit j'étais jamais là, rien, toi. Il y a Nagano, il y a- j'étais là. Non, moi, je trouvais ça cool parce que ça faisait progresser le truc. Mais moi, je voulais juste un ski comme ça pour pouvoir skier mieux et être plus performant. Rossignol, ils ont sorti le F17 ou un truc comme ça, je sais plus. Je l'ai en haut là, ce ski, mais bref. Hop, ils te sortent un ski, ils te consultent pas, le truc, ça va pas, et c'est con. Moi, je trouvais que c'était de l'énergie dépensée pour rien. En fait, la volonté, c'est que toi, tu contrôles le truc et de répondre à tes besoins aussi, quoi. De créer Ouais, une marque, bah, tes produits, ton image, ton design, ton shape, quoi. Bah oui, la volonté c'était ça, parce que le truc c'est que les mecs ils ont vu le Pocket Rocket sortir, ils se sont dit faut qu'on fasse une réponse, mais ils sont déconnectés, parce que qui c'est qui faisait du freestyle backcountry dans le monde? Il y en avait 12 gus. chez eux, il y en avait clairement qu'un. Et dans le monde, il n'y en avait pas beaucoup. Mais tu crois qu'il t'aurait posé une question, te demander ce qu'il fallait faire? Il y a Bernard à l'atelier qui a fait ça tout seul dans son coin. Non, mais c'est exactement. Mais ce qui est Sacré Bernard. dommage. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ce genre de petits problèmes. On s'est dit, on va le faire nous. Et puis voilà, on s'est réunis. Vous êtes réunis. On a trouvé des investisseurs. Chris O'Connell s'est occupé de trouver des investisseurs. Et voilà, je crois qu'on a trouvé 2 millions d'euros 2 millions de dollars pour commencer le projet. Donc, on a pu aller voir des usines, des petites usines au Québec au début. Et puis, on a fait des protos, on les a skiés pendant 1 an. Et comment, justement, tu développes ça? Parce que toi, t'as pas de passif. Alors, t'es rider, t'as une pratique, mais t'as pas de passif de design, de qualité du bois. Alors, peut-être aidé par l'usine au Québec, mais... C'est toujours aidé par les usines. Quand tu vas dans une usine, ils savent faire des skis. Et toi, tu viens avec une idée de forme. Et nous, c'est de ça qu'on apportait, une idée de forme. Ouais. Mais après, évidemment, que faut optimiser, il faut être sûr que ça marche. Avec l'usine qu'on avait au début, là, on a eu des problèmes. La liste était longue. Hein. Parce que c'est pas des grosses usines, parce que voilà, des skis qui se délaminent, voilà. Mais c'est beau, faut y aller. Hein. Et à l'époque, t'es actionnaire quand vous fondez ça? Chacun des parts dans la boîte? Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, on a des parts. On s'est bien fait niquer par O'Connell, mais on a eu des parts. Voilà.
Voilà, mais il a c'est trouvé ça que des vous voulez investisseurs. savoir, hein. Il a trouvé des investisseurs. Donc, Ouais, mais c'est sa alors boîte, sans, ça. sans les riders, il faisait pas grand-chose, Chris. Il faisait des photos, lui. Mais bon, il a fait il s'est fait une petite holding dans son coin. Nous, on savait pas, et puis on s'est. Mais bon, on a eu nos parts. On n'a pas eu grand-chose. Moi, j'avais eu 4,5%. On était 5. Il y a Tanner qui est arrivé dans le groupe. Et Tanner, il arrive plus tard. Pourquoi il n'est pas dès le début? Bon, parce que nous, on discutait avec. Tanner, il était jeune à l'époque. Et c'est O'Connell qui s'est dit que Tanner, ça pourrait être un bon fit pour le truc. Et voilà, il lui a demandé un petit peu plus tard dans le processus, mais c'était pas à l'initiative. Tanner, il n'y était pas, mais je veux dire. Ouais, donc c'est pas dans l'idée. 2 mois après, il Et est arrivé. Vous étiez répartis les rôles chez Armada au tout début, là, quand ça se crée, premier hiver. Toi, vous étiez chacun. Toi, par exemple, tu avais ton rôle défini? Moi, je m'occupais des chefs, entre autres. Enfin, entre autres, pas vraiment entre autres. Je m'occupais. Tout le monde, tous ces athlètes, on voulait rester athlètes. La définition, c'était ça. On a pris un CEO, on a pris une organisation qui tenait entre guillemets la route pour pouvoir continuer à pousser et à faire ce qu'on faisait de mieux sur les skis, parce qu'on savait que c'était ça qui était supposé déjà faire vendre des skis. Puis moi j'avais 21 ans à l'époque. Ouais, t'es jeune, hein. On oublie aussi ça. Puis vous n'avez pas d'argent aussi à mettre dedans. Tu dis, enfin, tu vois, t'apportes ta vision, mais quand t'as 20 ans, t'as pas. Non, pas 100 000. Il y a personne, il y en a pas un qui a de l'argent à mettre dedans. Mais non, on n'a pas d'argent. Mais le principe, c'était pas de l'autofinancer. C'était vraiment de créer une marque déjà installée et bonne, quoi. Mais voilà. Et d'ailleurs, du coup, après quelques saisons, t'es sorti d'Armada. Ça se passe comment? Ils recherchaient du capital, ils t'ont dilué. Parce que les autres sont restés. JP Leclerc, il est resté. Allez, on veut savoir, on veut tous les détails. Non, mais j'ai déjà dit dans pas mal de. J'ai pas trop de problèmes avec ça. Non, il y a eu la 2008, la crise économique qui est passée par là. Subprime. Donc il y avait plus beaucoup d'argent, il y avait plus de budget, puis ils m'ont tèche, quoi. Ils m'ont dit ciao, allez, salut. C'était quoi? C'était ton salaire d'athlète qui leur coûtait trop cher pour eux? Ouais, c'est ça. Puis les salaires d'athlète, c'était 20 000 balles. Hein. Donc, mais ils t'ont racheté tes parts ou après ils ont mis de l'argent et ils t'ont dilué? Bien sûr que non, pas racheter les parts, pas fait de proposition. De toute façon, vu que ça allait mal, ça vaut plus rien, quoi. Proposition. Ça valait, ça pouvait valoir quelque chose à cette époque, mais on pensait toujours que ça aurait été mieux plus tard, ce qui n'a pas été le cas. Mais non, c'est juste. Après, t'es fondateur, enfin clairement fondateur, parce que moi, avec Jeep et O'Connell, c'est vraiment les trois qui se parlaient au début pour créer ça. Et ouais, t'as un CEO qui te dit ciao, on n'a plus besoin de toi, quoi. Ce qui est assez. C'est un peu mal. Ouais, j'imagine, ouais. D'autant que moi je shapais les skis, je les shapais plutôt bien. Je venais de shaper le nouveau JJ à cette époque, et le JJ je pense qu'il a sauvé cette boîte, enfin Armada. Enfin, en tout cas, on en a vendu un paquet. Ouais, ça avait fait un buzz, je me rappelle ça. C'était un ski très novateur à l'époque. Qui mettait beaucoup d'ingrédients qui avaient été mis en place par McConkey sur les cambres inversés, etc. Mais pour une vraie skiabilité utilisable beaucoup plus polyvalente. La deuxième version du JJ avait été un shape qu'on utilise encore, en fait, qui est encore utilisé maintenant, quoi. C'est un gros double rocker avec une base plate au milieu et un side cut qui est. Moi, je trouve que c'est un corps d'actualité, quoi. Là, tu as parlé de Shane McConkey. Lui, il était chez K2, et K2, ils ont été aussi assez innovants dans les shapes des skis. Est-ce que ça t'a influencé, ou comment ça se passe? Tu les prends où, tes influences, quand tu dois shaper pour Armada, les premiers skis de freestyle? Alors, à l'époque, Shane, il était chez Volant. Ouais, chez Volant, ouais, tout à fait. Ils sont bien appropriés, le storytelling chez K2. Shane était chez Volant, et lui, il était chez cette marque traditionnellement, mais il a vachement poussé enfin, c'est lui qui a amené le cambre inversé, quoi. Quand il skie en Alaska avec ses skis nautiques, c'est incroyable, ouais. Voilà. Et moi, j'avais vu ça à Whistler, et il y avait un article dans Freeze
avec ces petites pastilles là, les skis cambre inversé, chaîne McConkey. Moi, je comprends pas là. Putain, je comprenais réellement pas, quoi. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et vraiment, hein, j'ai été dubitatif. Et on en a acheté une paire. Je suis allé les skier, les tester, et puis j'ai fait OK, bon bah c'est ça qu'il nous faut, quoi. Je Faut pense faire qu'on- des modifs pour que ce soit utilisable en freestyle, mais c'est ça qu'il nous faut. On se rappelle tous la première fois qu'on a testé des doubles records cambre inversé, Ouais. c'était assez fou. Moi, c'était les Hellbent, alors j'ai mis du temps avant de passer dessus, mais c'est malade en fait. Ouais, non, mais en fait, on venait juste d'une génération où le freeride, c'était vraiment des skis rigides, à talons rigides, très durs. Et quand tu découvres le double record, moi c'est un Ben Shetler, je me rappelle la première paire que je suis monté, mais ça a révolutionné la pratique, quoi. D'ailleurs, c'est un peu ce que tu as fait quand tu es arrivé chez Black Crow. Parce que Black Crow, à l'époque, c'était quand même une marque un peu de freerider, ski rigide 1m96, pas très fun. Et direct, bah, t'as le Nocta qui arrive, quoi. Où enfin, il y a Ouais. un peu de fun. Tu peux faire des butters et d'autres choses, quoi. Bah oui, moi, c'était... De toute façon, c'était ma manière de skier, donc j'avais besoin d'un outil qui corresponde à ma manière de skier. Donc, la première saison que j'étais chez Black Rose, on faisait nos skis chez Elan, et eux, ils avaient les boomerangs, qui étaient un bon ski. Donc, j'ai fait, tiens, on va mettre des top sheets Black Rose dessus, et des Sevoun, et puis parce que moi, j'arrivais pas avec les Sevoun. Ah On a une voilà, question voilà, là-dessus. parce qu'on a eu beaucoup de questions sur le Sevoun de la communauté. Le Sevoun, il me casse les couilles depuis 15 ans avec ce truc. Mais c'est pour un freestyle, c'est pas un ski de freestyler, point barre. Tu n'y arrivais pas, tu as réussi à avoir le best shot IF3 avec les Sevoun au pied quand même. Ouais, mais c'est pas les Sevoun, c'est les boomerangs. Ouais, t'avais mis une couleur de Sevoun pour faire Ah croire. bah moi, je suis parti en Alaska C'est génial. fin de saison. Début de saison, j'essaye. J'avais les Nevis. Les Nevis, c'était trop dur, trop directionnel, trop lourd. Les Sevoun, laisse tomber. En les centrant, parce que nous, on a besoin d'un truc un peu centré. En les centrant, le ski marche plus du tout. Et sans les centrer, ben, je peux pas faire du freestyle avec. Est-ce que tu te rends compte que ça. du coup, vu que t'as fait croire aux gens que t'avais fait. À l'époque, non, à l'époque, il y avait déjà des mecs qui avaient vu c'est pas la même chose, machin. Les gens, ils Sur New Schooler, ça des s'était mecs qui réveillé. avaient des Sevoun, ils ont tenté comme toi de faire du freestyle avec, ils sont tous morts actuellement. Non, moi j'avais chopé ces skis. Donc voyage en Alaska. Je suis allé à l'usine Elan 2 jours avant de partir en Alaska. Ils m'ont pressé 5 paires. Sur les 5 paires, il y en avait 3 qui étaient toutes pétées. Trop souples, pas bien. Donc moi j'ai essayé de les pairer Alors, hein, pour avoir un ski gauche, un ski droit qui Homogène. était à peu près bon. Mais c'était des bons skis. Donc j'ai réussi à faire ma fin de saison avec des skis qui me plaisaient chez Black Rose, et l'année d'après dit le Nocta. c'était aussi un peu le deal, c'est que moi je puisse faire mes skis quoi. Donc ouais, j'ai fait le Nocta, donc c'était un peu une amélioration du dernier JJ que j'avais fait avec Armada, et c'était un bon ski, incassable. Il y a des aficionados du Sevoun, là, ils veulent pas les lâcher, ils disent que c'est le Non. meilleur ski du monde. Il y en a combien en France qui te disent ça? Apparemment, il 5-6? y en a quelques-uns dont Mais ils ont une barbe blanche aujourd'hui. On part sur les questions de la commu. Top jingle. Les questions de la Commu Daily Freeski. On a posé la question à notre communauté Daily Frisky, voir un peu ce qu'ils avaient à te dire, ce qu'ils voulaient savoir. Première question. L'objectif, je gagne les X-Games, tu l'as eu ou jamais? Bah, j'ai espéré l'avoir, je me suis cassé la clavicule. C'est une des 3 fois. Alors les X Games au début, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était sur invitation, et ils invitaient beaucoup des Américains qui étaient d'ailleurs pas du tout les mieux placés, parce que c'était pas du tout eux qui poussaient, qui fabriquaient le sport à cette époque, mais bon, c'est un show télé, donc il leur fallait des Américains. Et le jour où j'ai réussi enfin à me faire inviter, je me suis cassé la clavicule. Donc, voilà. Deuxième question, est-ce que c'est vrai que c'est toi qui as tout appris à Candide? Non, c'est pas vrai ça. Est-ce que tu lui as appris un truc?
Non, je crois pas, non. Non, écoute, on a ridé un petit peu ensemble début de notre carrière avec Candide, mais non, je n'ai pas appris grand-chose. Bon, faut qu'on l'ait au micro du Daily Frisky pour qu'il confirme. Une autre question. Alors ça, je sais pas du tout si c'est vrai ou si c'est une blague. Est-ce que tu es l'inventeur du double Japan? C'est vrai. C'est toi? Eh ouais. Raconte-nous. Il y a déjà un Japan, tu fais un double Japan, Non, le double Japan, c'était à l'époque, j'ai fait ça comme ça. Voilà. Il y a un retour de hype d'ailleurs en ce moment du double Japan, je le dis juste. Ouais, Si les kids veulent refaire leur season edit sur Instagram, enfin on fait plus de season edit en 2024, mais il y a un retour de hype. Parce que c'est Willy double qui Jap. dit si c'est hype ou pas. Et là, il dit que le double Japan, c'est le hype. Non, mais il revient à des saisons. ça a toujours été un truc, c'est bien fait, c'est cool. Hein, c'est joli. Moi, j'étais assez, avec Cusson, on était assez connus pour avoir des beaux Japan. C'est parce qu'il y a des gens qui ont des beaux mutes, des gens qui ont des beaux Japan. Moi, j'avais un beau Japan. Et double Japan. Ton top 3 des meilleurs skieurs, les GOAT du ski, là, tu nous dis quoi? 3 skieurs qui t'ont ébloui. Moi, je vais dire JP parce que c'est JP. JP Auclair, ce que tu JP Auclair. précises. On parle de JP, mais JP au clair. Au Lycan, vous pouvez voir son segment. Après, il y a un rider que j'adore, c'est Henrik. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi t'es le seul à l'aimer. Il a un beau Japan. Henrik, il a un beau Japan, mais je l'idéalise toujours j'aimerais le voir rider en fringues plus skinny, tu vois, voir ce que ça donnerait. Comme ces chats nus là. Voilà. Je sais pas si ce serait aussi joli. Moi, je viens de la génération, on a été aussi influencé. Elle a un gars comme Seth Morrison, mais pas par son ski, tu vois, plus par son attitude, sa gentillesse et sa passion pour le ski, tu vois. Ça, c'est un gars que j'ai pas mal côtoyé. On est parti. C'est un joli top 3. Quand même. Seth Morrison, Henrik Harlow, JP Auclair. Je pense que là, s'il y en a qui connaissent pas ces noms, vous allez googler tout ça et vous allez voir. Dernière question des 5 parce qu'on le fait on va le couper en deux. La meilleure paire de skis jamais faite. Pas forcément par toi. Ah bah c'est obligé que ce soit par moi. Non, la meilleure, moi je mettrais le Spatulas, volant Spatula. Enfin pour moi c'est celle qui a cassé le code, quoi. Alors tu me diras peut-être dans quel film c'est, chez MSP où il ride une face avec des skis nautiques là. Ouais. Ça c'est incroyable. Là c'est vraiment un des moments clés du free ski où tu te dis c'est possible, quoi. Ouais. Où il a percé des fixes alpines sur des skis nautiques et il est monté en hélico faire sa face. Mais là on est sur Google Images, on a Shema Conquet avec des lunettes de vitesse et des volants spatula. L'image est géniale. Elle est incroyable. Ça, moi, c'est les années 90. Pas beaucoup ridé. Fin 90, début 2000, c'est fou. J'ai juste testé quelques fois ce ski, mais pour moi c'est le ski qui a changé le ski de poudreuse, clairement. Et oui, je dirais celui-là. Ouais. Et c'était quoi, une paire? Ouais, la meilleure paire. La meilleure paire qui a jamais été faite, le volant spatula. Merci. Pas pour le graphisme. En vrai, je pense que ces graphismes, ça revient. Hein. Maintenant, je pense que tu prends les petits jeunes, hein, ils kifferaient rider avec ça. Hein. Allez chercher le volant spatula de Shema Conquet, là, c'est assez ouf comme paire de ski. On parlait de rider de la poudreuse en Alaska. T'as fait quand même ça pendant 10 ans chez Pour Boys. Tu nous racontes un peu, Pour Boys, c'est la boîte de production iconique du ski, hein, une des. Et t'as skié pour eux. Il n'y a pas beaucoup de Français qui l'ont fait, donc c'était plutôt cool. Ouais, écoute, c'était la boîte de prod avec qui on s'est tous retrouvés, là, les gens qui ont commencé la discipline. C'est une belle partie de ma vie, on va dire, avec chaque année essayer de ramener des belles images et puis de se faire un petit segment. C'était un peu en dents de scie, moi. C'était un an bien, un an pas bien. Après, t'as direct fait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de backcountry que ça dans les Port Boys. Enfin, à l'époque, il y avait comme beaucoup de parcs et c'était facile à proder. Et toi, t'as direct fait un tournant backcountry, donc ça te limite vachement tes rushs, tes tricks. Enfin, tu vois, t'as été très vite. C'était dur. Ce tournant-là, quoi. Ouais. Un peu comme avait fait après, Pep Fujas ou chez Nimbus aussi, s'ils avaient fait. En fait, tu prends très vite un tournant backcountry. Et du coup, tu limites en fait vachement t'as pas autant de rush, quoi. Les autres qui font du parc à la Tanner Hall ou. Ouais, il y a ça et il y a aussi que
en 2001, là, je joue à Propaganda. Je m'achète un skidoo au Canada pour aller proder ces trucs. Parce qu'on nous avait dit que c'était là-bas et que les snowboarders allaient là, dans la montagne là. Alors tu poses ton skidoo, tu le descends du truck, tu vois. Hop, tu démarres. Puis tu avances, tu fais 400 mètres, t'es là, putain, mais c'est où, quoi? C'est où le truc? Et c'était tout comme ça, c'était tout compliqué, quoi. Moi, je me souviens, on est resté, il fallait tout apprendre. Parce qu'il n'y avait pas un skieur qui allait dans ces zones-là. Whistler, c'est l'endroit le plus dur pour faire du skidoo au monde. T'as mis des coups de pelle pour le sortir? Ah ben, des coups de pelle, laisse tomber, c'est toute la journée, quoi. De toute façon, tout le monde raconte à tous les gens qui ont fait du skidoo disent que c'est la galère du début à la fin, quoi. Ah ben, et à Whistler, c'est ça x10. C'est juste... donc, moi, je pense que ça nous a pris 3 ans avant de connaître les endroits, la météo, tous les trailheads là, pour mettre ton skidoo au bon endroit, pour connaître le chemin, pour aller jusqu'en haut. Moi, la première fois qu'on a mis le skidoo sur la neige, on n'a pas réussi à aller skier. T'es resté sur les pistes de ski de fond? Non, ouais, bah oui, on est resté sur les chemins en bas et on était là, bon, bah, c'est où le truc? Elle est où la fête? Elle est où? Et on est rentré à la maison, on n'avait pas fait 100 mètres de dénivelé, quoi. Mais ça veut dire, ça veut dire que ça prend du temps. Ça a été à nous d'apprendre tout ça. Et forcément, bah, quand tu fais des journées comme ça, oui, effectivement, t'as pas d'image. Surtout, tu as été connu pour être assez exigeant sur tes segments. Si tu rentrais pas un trick, fallait pas le mettre dedans. Si tu voulais que ce soit esthétique. Willy parlait de Nimbus, un peu dans cette ceux qui connaissent pas Nimbus, allez regarder ça, c'est juste magnifique. Benchet, t'es un peu dans cette veine-là. Quand on a fait le portrait, on parlait de l'esthète. C'est un peu ça, quoi. Bah, nous, à l'époque, c'était soit ça, soit... c'était ça qu'il fallait faire. Pour fabriquer le sport et créer une différence entre, d'un côté, les freeriders, d'un autre côté, les skieurs acrobatiques, il fallait qu'on crée cette esthétique. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté les freeriders qui se mettaient des énormes tirs et qui plaquaient sur le dos. En casque intégral. Ils levaient les skis, hop, et ils plaquaient sur le côté. N'est-ce pas, Enak? Et paf, il se laissait rebondir. Et nous, et ça c'était plaqué. C'était genre, de toute façon, dès qu'ils avaient sauté, c'était plaqué. Il fallait juste avoir les couilles de se balancer du haut de la falaise. C'est déjà pas mal, faut avoir les couilles. Mais nous, enfin, réellement, si c'était pas 4 points d'appui et un corps, je dis ça, on peut aller chercher des pépites dans mes segments aussi où c'est pas parfait. C'est pas clean. Mais si c'était pas plaqué 4 points, c'est-à-dire que c'est éthiquement parlant dans notre vision sportive du truc, bah ok, tu sautes trop gros, t'es pas capable de plaquer, ça sert à rien de sauter. Tu dois plaquer, tu dois poser, point barre, et ça c'est un saut qui est validé. Parce que vous venez de la bosse aussi, le côté 4 points. C'est 4 points d'appui, c'est une façon de parler. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit. Mais aujourd'hui, c'est toujours d'actualité, tu vois, parce que ces bases-là, c'est toujours dans les. Non, mais 4 points d'appui, on peut dire les skis, le dos, la tête. Hein. Ah, c'est ça, exactement. Bonne arrêt bougnette sur 4 points. Mais ça, c'était effectivement très important. Si c'était pas grabé, on faisait gaffe. C'est pareil, on peut checker dans les segments, il y a des petits. Des grappes chaussures? Ouais, alors bien sûr, ou des petits grabs fait vite fait, mais moi c'était quand même rare. Hein. Si c'était pas grabé, je recommençais ou j'abandonnais lâchement. Mais ça, oui, ça avait vraiment de l'importance et c'était l'importance de créer une esthétique pour notre discipline qui se différenciait du freeride et du freestyle acrobatique. Et t'as pas eu de frustration justement à l'époque d'avoir des segments qui étaient petits, tu vois, des segments, des fois tu les partageais avec JP Auclair, et en plus qui est tout cuté par les Américains, donc je pense, je sais pas si à l'époque comment j'étais chez Power Boys, mais tu avais ton mot à dire, donc tu te dis qu'est-ce qu'en sort, toi t'as passé une saison pour 90 secondes, quand tu vois que les autres en partent, qui te font des segments de 4 minutes. Ouais, bon après moi je pense que j'étais sans doute un petit peu moins bon, tu vois, un
un petit peu moins résilient. J'aurais pu bosser vachement plus sur certains trucs. Moi, je vois quand je regarde les seules saisons où j'ai vraiment fait des belles séances de Tiédude, Reason et 2007, Propaganda, tu vois. 2007, 2008 et Propaganda. Sinon, il y a eu. Franchement, les autres saisons, c'était sans doute de ma faute, tu vois. Après, il y a des fois, on n'avait pas de chance, hein, franchement. Ah non, mais moi, mais je me souviens, j'ai une saison, je me casse le doigt. Fin de saison, ça revient un petit peu, mais bon, c'était fragile, etc. J'ai construit 10 sauts à Whistler. J'ai pas pu en sauter un. 10 sauts. À chaque fois, il y avait le mauvais temps qui arrivait. Il y avait un truc qui arrivait. On avait aussi fait tous les UP1. Je sais pas si vous les avez vus. UP1, 2, UP1. Là, tu. What Non. C'est quoi UP? Ça, c'est dans les Pardon. phases. C'est dans les phases. Ouais, bah, on n'achetait pas les DVD. C'était dans les phases B des DVD, Ouais. c'est ça, ouais. Ça, faut Ouais. les regarder. C'est les Ta meilleurs. saison et tu grandis dans le Jura, t'as pas accès aux DVD. Hein. Ouais, Mais on a fait 3 films avec JP qui étaient des bonus au film Power Boys. Et c'est à l'époque où justement ça arrivait un peu moins bien. Là. C'était qu'on était concentré sur le projet UP1. 2005, War, Non, mais- c'est ça, là Mais c'est des films très, très marrants de l'époque. Il y avait le film sérieux. Et on avait monté 3 films de 1 heure. Hein. Avec notamment segment de Fabien, segment de. Tu vois, des jeunes. On essayait de mettre. les behind the scenes, quoi. Ouais. Mais un vrai gros film. Nous, on passait 1 mois et demi, 2 mois à monter ça. Mais c'est celui où il y a Fab Meyerhofer qui saute à côté d'une espèce de. Un downrail à côté. Non, c'était pas. Ouais, ça. à M, ouais. Avec Ouais. une Ouais. espèce de kiosque là. Ouais. Ah, il est connu, C'est- ce- s'éclate sévère. Mais voilà, nous, on avait aussi ces trucs. Et ça, c'était tout filmé à la DV, là, comme vous. Ouais. On faisait. Mais honnêtement, je sais pas s'il est. Ouais, c'est clair qu'il y a des moyens peut-être un peu plus faciles maintenant et évidemment plus qualitatifs, mais la qualité, est-ce que c'est vraiment important que ce soit en 4K Non. Mais en fait, surtout, toi, tu te prenais la tête à aller en Alaska filmer des faces. D'ailleurs, quand j'ai revu tes segments là pour l'interview, il y a quand même des trucs de ouf. Et ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Et alors, je sais plus dans lequel. Je crois que c'est Yedude ou c'est ou Reason. Ou Power Boys, ils avaient un peu cassé le game en faisant beaucoup d'ouverture de petites faces. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et là, vous aviez fait plein de rushs. Alors, ça doit être super facile. Alors, je sais pas si c'était si facile que ça, mais. C'était l'époque des toutes petites faces où il y avait 3 turns, c'était fini. Alors que ça doit être à 15 mètres d'une route. Et tu dis, les mecs, ils remplissent des segments avec ça, quoi. Alors que toi, tu te fais chier à payer un hélico qui est je sais pas combien de milliers de dollars la minute et ce genre de choses, quoi. Bah, les petites faces, les petits. Après, nous, on faisait aussi ce qu'on appelle du mini-golf. Là. On en faisait aussi un petit peu, parce que c'était l'esprit Ouais, t'avais freestyle, le truc, quoi. où tu avais envie que ce soit intense. Et puis, on n'avait pas aussi l'expérience. Ça prend du temps. Oui, tu faisais pas ça toute la saison du ski, quoi. Ouais, de bien appréhender les faces et le ski. En Alaska, ça prend un petit peu de temps. Donc, tu commences par des faces qui sont souvent un peu plus petites. Et en tant que freestyler, c'est bien aussi parce que tu peux potentiellement mettre des sauts, des tricks. Après, nous, c'était un plaisir de faire d'aller en Alaska. C'était pas. Moi, j'ai jamais vu ça comme un ratio argent-résultat. Tu vois. Mais tu joues gros quand même, tu vois. Enfin, c'est un budget, tu joues ta saison sur. Ouais. Et puis en plus, Sur en quelques Alaska, lignes. il fait mauvais. Ouais. Enfin, on a eu des histoires là-bas, laisse tomber, quoi. C'est avec MSP qui arrive, toi, t'attends le beau temps, ils te prennent ton hélico le matin, quoi. Ah ouais. MSP, c'est la boîte de prod concurrente de Power Mais Boys. ils te prennent ton hélico, genre, ils t'ont volé ton hélico. Ah Parce ouais. que le mec de Ils la avaient base plus de d'hélico, ouais, ils avaient plus de thunes, ils mettaient plus de thunes. Et le mec de la base d'hélico, il te l'a fait à l'envers, et hop, ils sont partis. C'est le jour où t'attends depuis 2 semaines, le jour de Grand Bleu, quoi. Et c'est Grand Bleu. Et là, moi, j'ai cru que j'allais le tuer, le mec. L'histoire de la vie de Julien, on lui met à l'envers. Pour Armada, pour les hélicos, pour Ouais, les JO. ouais, c'est l'histoire. Je veux pas faire le Calimero, c'est pas le sujet. C'est Non, non, en plus. des histoires comme ça. Ils en ont eu aussi de leur côté. Mais là, ça avait failli mal finir. Ça s'est battu un peu, Moi, je me suis battu, ouais. ce jour-là. Pas ce jour-là, non. Tu les as attendus. Non, il y avait, Retour. il y avait une histoire là-bas en Alaska avec un guide qui avait des problèmes dans sa vie, dans sa tête. Et il foutait le bordel en Alaska, la haine, c'est des petites cabanes là, au bord de l'autoroute. T'as les hélicos qui se mettent pour la saison. Ils viennent mettre un espèce de mini hangar avec de l'essence.
Et ce mec-là pétait un peu un câble et puis il cassait tout dans la petite cabane là. Et moi je devais aller chercher on se barrait, je devais aller chercher ma radio ou un truc comme ça. Et il y avait personne qui lui disait d'arrêter de foutre le bordel. Donc moi j'y suis allé. Il a pas voulu me laisser prendre ma radio. Je suis par terre. Bonne ambiance. Non, mais je l'ai arrêté. Il était ivre et puis ça allait pas. Tu vois, je lui ai dit mais non, tu te calmes. Je pense que quand tu vis à Haines en Alaska, ça fait 3 mois que t'as pas vu le soleil. Il y avait des trucs comme ça, mais bon, c'était pas très grave. Mais oui, non, l'Alaska, nous on y allait aussi par plaisir et puis par challenge. Puis c'est super beau à skier. Enfin, je sais que les hélicos maintenant c'est plus trop d'actualité, mais l'accessibilité que tu as avec ces engins pour skier, tu vois. Parce que à l'époque, ce qu'on voulait, c'était skier, c'était descendre vite, c'était pas faire de la randonnée, tu vois. Et pour skier, c'est incroyable. Et d'ailleurs, ça va quasiment trop vite. Tu te retrouves enfin, tu demandes à n'importe quel rider qui a fait ça. T'es en bas, t'es tout excité, t'es en haut, t'es là. Pourquoi je suis là, quoi. Ça va trop vite. Ça va être dur. Ouais. Émotionnellement parlant, c'est dur à gérer. Bah, puis tu te retrouves. Face, quand tu montes une face à pied, t'arrives à l'appréhender. Tu la comprends dans le détail. Là, tu comprends rien du tout, quoi. T'as une pauvre photo, puis t'es là, putain, en plus, souvent, ça. Ouais, tu vois pas, quoi. Ça roule, là. Donc, tu vois pas où tu vas. Donc t'espères que t'es au bon endroit parce que t'es toujours là, oui, je vais aller là-bas. Puis une fois qu'on t'a posé, est-ce que je suis là-bas? Peut-être pas, et ça arrive à beaucoup de monde. Hein. Ouais, c'est ce que je me suis toujours posé comme question quand tu scopes la face avant de partir. Est-ce que quand t'es dans la face, t'es toujours serein et tu sais où t'es, ou des fois, franchement, advienne que pourra, quoi. Ah bah tu regardes le segment de Pep se gourre mais complètement il était connu pour ça. Très serein. On parle de Pep Fujas là. Pep Fujas, très serein, pas peur, et t'es là mais il est pas au bon endroit là. Et il fait une ligne de ouf mais à 30 mètres à côté de ce qu'il devait faire. Et honnêtement, si ça avait été une barre de 40 mètres, il la sautait puis advienne que pourra. Voilà, mais le record de ski est fait par un Suédois. Ouais, qui s'était trompé en Suisse, là, et qui s'est trompé le rush avec les Nilaghi, je crois que c'était. Ouais. En Suisse, et je sais plus combien on le retrouve. Mais le rush est incroyable, le mec il saute, et je sais pas, il y a 60 mètres. Ouais, il a envie, d'ailleurs, il a envie. Partie 2 des questions de la communauté. C'est parti, top jingle. Les questions de la Commu Daily Freeski. C'est quoi la différence entre une paire de skis de 2010 et de 2024 ? C'est un peu plus léger. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de choix. Mais sinon, quand tu appuies à gauche, ça tourne à droite. Quand tu appuies à droite, ça tourne à gauche. C'était pas mieux avant. Ça, c'était. Mais non, 2010, c'était déjà bien. Hein. On avait déjà déjà du choix. Ouais. 2010. Ton pire souvenir sur le stand Zag à l'ISPO? Ah, le stand. Ah. Alors c'est spécifique. C'est pas du tout mon pire souvenir, c'est mon meilleur souvenir sur le stand Zag à ISPO. Faut que tu nous racontes. Private joke, il faut qu'on comprenne. Moi, je la connais pas l'histoire. Hein. Non, c'était un très bon souvenir. Je prends une paire de skis Zag sur le stand de Zag, je la flex comme je sais bien flexer les skis, elle casse. Je me demande si ça tient la route, tu vois. Crac, et là le ski cède. Il y a la même histoire de Régis de chez Apo aussi. Je sais plus chez quelle marque, on m'avait raconté ça la dernière fois, pareil. Régis Roland de chez Apo qui teste un ski, pouf, il le pète en direct. Je sais plus si c'était un ISPO ou quelque chose comme ça, mais bref, ça arrive. T'avais partiellement répondu à la question. Est-ce que tu aimes le Sevoun? Non. Ça c'est clair, c'est radical. Ouais. Comment on fait pour être sponsorisé par Adidas Eyewear? C'est Adidas, c'était un de mes meilleurs sponsors. Ils étaient charmants. Charmant. Non mais tu vois, ils m'ont pas viré comme un gros connard. C'est déjà pas mal. Non mais c'est Silhouette c'est une marque de lunettes autrichienne qui avait la licence Adidas. Donc c'est pas Adidas, c'est vraiment une licence licencié. Et c'était le distributeur Armada suisse à l'époque qui m'avait mis en contact.
Et franchement, ils ont toujours été super. T'as bien joué le jeu, hein, parce qu'avec la GoPro déportée sur le côté du casque, on voyait que les 3 bandes Adidas là, quand t'as ton best shot à l'IF3 là, quand tu fais ce Canyon Gap là. Et du coup, je pense que bon, ils étaient contents. Oui. Après, c'est si vous voulez Je savoir. crois qu'il n'y a que deux dans le monde, hein, c'était toi et Pierre Guyot qui ont été chez Adidas. Chez Adidas, il y avait Mac de Glace qui était chez Adidas pendant des années. Avant-dernière question, pourquoi tu renies tes origines pyrénéennes? Parce que j'ai renié. Moi, j'ai renié. Ouais. Non, écoute, ma maman est pyrénéenne. Ma grand-mère est suédoise. Et mon grand-père, il était dans les Pyrénées, mais c'est pas ce qu'on retient de toi, en tout cas, les Pyrénées. Parce que moi, je suis savoyard, parenthèse. Et du coup, tu m'as fait une bonne transition. Dernière question, ça fait quoi de venir de la station la plus éclatée de la Tarentaise? À la Plagne, c'est éclaté. C'est un peu éclaté à la Plagne. T'as reconnu tout de suite, quoi. Ouais. C'est éclaté jusqu'au jour où tu vas skier dans les canyons, et puis là, c'est les canyons, quoi. C'est génial. Ouais. Un peu de chauvinisme, ça fait du bien. On part sur une autre époque, l'époque whisky. Whisky, c'était le magazine le plus what the fuck du ski. T'as participé à cette création-là. C'est quoi Whisky? Raconte-nous un peu l'aventure. Whisky, c'est... à l'époque, on était copains avec Claude Borani et Moretti, Christian Moretti. Bref, on traînait pas mal là-bas à Grenoble. Et puis, de fil en aiguille, Claude a monté son Free Press. Et il nous avait demandé, Camille et moi, là, Camille Jacot, parce que Camille Jacot aussi, c'est une grande partie du freeride à l'époque, et puis de mon aventure, moi, dans le ski. Et bref, on avait cette bande de copains un peu créatifs, et puis Claude nous a demandé si on voulait faire un magazine de ski. Donc on a dit oui. Et puis Whisky est né, quoi. C'est assez simple. Alors c'était l'inspiration, enfin l'inspi, c'était Freestyler, hein. Clairement Freestyler de Niverle, le Mac de Freestyle. Donc on voulait être un peu décalé, très freestyle, puis à copier-coller des articles Wikipédia. Ouais. On aimait bien. Ah ouais. Non, mais le whisky, c'est comme une époque. Alors là, je pense qu'on parle d'une génération qu'on a perdu. Ça parle pas à grand monde aujourd'hui du whisky, mais c'était les magazines les plus what the fuck de l'époque. Ouais, c'était une belle. C'était un beau truc. Mais du coup, ça devait faire vachement de taf, quoi. En plus des saisons, écrire des magazines. Ouais, copier-coller, quoi. Copier-coller. Moi, je me rappelle, j'ai surtout été content d'avoir mis en place ces interviews à balancer en mail au rider, tu vois. Hop, tu me réponds, ils te les font. Et moi, après, quand on me demandait de faire ça, j'étais mais vous êtes fous. Vous venez, si vous voulez faire une interview, vous venez chez moi. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, on est dans ton garage. On se déplace. Mais c'est vrai que Whisky, on faisait pas mal. On envoyait des mails et puis Et t'attendais. C'est vrai que le contenu de Whisky était toujours... pas toujours homogène, ouais. Je me rappelle c'est un magazine de feignants, tu dis ça comme ça? Ouais, c'était pas un magazine de journaliste en tout cas, ça c'est sûr. J'achetais mes 5 balles, des fois 1 heure après, t'avais fini le magazine, même pas. T'es là, bon, il y a des belles images au moins. C'était ça qu'on voulait faire, hein. C'était quand même beaucoup basé sur les images. Il y avait toujours on a repris les chemins de fer un peu classiques, hein, une grande interview, des news. Les news étaient cool, il y avait toujours des trucs marrants. Et Pierre, qui vous pouvez lui en parler de ça. Pierre, je lui avais dit, faut que tu me fasses un quiz. Il y avait toujours un quiz dans les news. Enfin, toujours. Je sais pas combien de numéros il y avait un quiz, mais il y avait un quiz. Donc, il avait une énigme. Donc, il avait un livre d'énigmes chez lui et il prenait l'énigme, il la réécrivait. Voilà l'énigme. Et on mettait une photo, puis il y avait l'énigme du mois. Dernier sujet, puis après on va clôturer cette interview. T'as été à la création du Line Catcher, donc un événement un peu mythique, hein, du freeride, du freestyle backcountry. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé, puis après on aimerait aussi que tu compares ça avec le Freeride World Tour aujourd'hui, ton regard un peu là-dessus. Ah ouais, ok. Line Catcher, pareil. C'est Red Bull qui sont venus me voir, je crois. Ils voulaient faire un événement dans le freestyle backcountry. J'aurais dit ça va être dur. Préparez-vous à annuler. Alors, c'est exactement ça. Tout chépé d'avance là. Mais ils sont partis pour l'aventure avec
Moi, j'aurais dit, ce serait peut-être mieux de faire un truc sur une semaine avec de l'image, etc. Et puis au final, ils ont pas voulu, ils sont partis sur une compète, ce qui était bien, parce que ça avait l'impact et l'intensité d'une réelle compétition. Ces trucs à la con, là, à filmer 3 trucs pendant une semaine, c'était toujours un peu pourri. Le Nine Night. Mais bon, le Nine Night, ils ont quand même des sacrés modules aussi, mais là, ça avait vraiment l'intensité d'une compète. Voilà, il y a un mec en haut d'une montagne, il descend, c'est en live, etc. Il y avait le dossard qui était sympa. Ça, ils ont vraiment poussé pour qu'on le fasse. Mais j'aurais dit, par contre, si on fait ça, oui, des annulations, il va y en avoir. Parce que nous, on est très liés à la qualité de la neige et voilà. Mais l'aventure, c'était reprendre les codes de la discipline freestyle backcountry, puis essayer de la mettre sur une face. Et effectivement, bon, je sais pas si maintenant c'est le free. Ouais, peut-être que ça a un peu poussé le Ça a freeride. quand même cassé le game. Je me rappelle, Avar, c'est là où c'est Candide qui skie sur le line catcher. Ouais, il gagne une petite session qui gagne à Vars, ouais. C'est Sean Petit ou Sean Candide? Petit qui gagne à Vars. Ouais. Mais Ouais. Candide a gagné une année, Sean Ok, ouais, c'est l'année d'après. Ouais. Mais Candide, il a gagné. Ouais. Et puis il y a des sessions mémorables, celle aux arcs. Tam Favret, ouais, qui gagne. Les conditions étaient folles, il était tombé 40 cm de neige de cinéma. Ouais. Et ça, je pense que ça a été quand même un game changer, le line catcher. Ah bah ouais, c'était une belle compète. Il y avait du beau monde. Il y a eu des belles faces. Non, c'était vraiment un beau truc. Alors moi, quand je vois ce qu'ils font maintenant là, ça fait un peu chier, quoi. Tu parles de quoi? Du line catcher ou Non, du freeride World Tour? Non, du Freeride World Tour. Le Freeride World Tour, c'est le Freeride World Tour. Non, de ce que Red Bull a fait là, je sais pas, j'ai pas trop accroché avec leur dernier. Ah, l'événement Avoria, là. Ouais, l'événement Je sais même pas le nom. C'était à Rosière cette année. Ça a été, Alors Rosière, ça aurait peut-être pu être mieux. Brouillard, annulation. Ouais, ils ont. Si. Bah, tu vois, ils se sont dit, on va faire un truc plus shapé, machin, il y aura plus de chances, tu parles. Enfin, c'est la montagne. Mais bref. Mais oui, il y avait une vraie. Je pense qu'il y avait une vraie intention, une vraie intensité dans le line catcher, un vrai. Et puis il y avait aussi un super esprit de groupe. Il y avait tous les mecs qui ridaient pas ensemble. Cette petite communauté là qui filmait pour MSP, Titan, Power Boys, etc. qui se rassemblaient là-bas. Bon, c'est 300 000 balles pour mettre 10 pingouins ensemble. Ah, ça y est, ça balance les chiffres. Faut motiver des directeurs marketing de dépenser ça, quoi. Non, mais je pense que ça valait vraiment le coup parce que ça a eu un impact dans la communauté ski, ça a vraiment eu un impact. Mais en tout cas, il y avait, en tant qu'athlète, moi, athlète organisateur, tout le monde était super content de rider ensemble, quoi. Il y avait vraiment un esprit assez particulier sur cette compétition. Après, c'était un peu repris par la Swatch Skiers Cup aussi, où vous avez un peu cet esprit de. Bon, alors c'était un peu différent sur le principe, mais. Oui, bah, je pense que c'était un Mais ils ont repris un peu le concept aussi, quoi. Ouais, c'était un petit peu ça. Et puis le Freeride World Tour, oui, ben. Après le freeride, je pense que ça a évolué aussi avec le style des riders, la capacité des riders. Enfin, moi, quand je vois ce qu'ils font maintenant, ils n'ont plus besoin de poudre, au moins, c'est clair. C'est mieux sans poudre, ça plaque. Au moins, tu sais comment tu plaques. Ah, c'est vrai, hein. T'as plus de chutes quand il y a de la puff que non. Ah bah ouais. Ils savent plus replaquer dans de la poudre. Bah, c'est points. plus prédictible. Mais bon, ils sont vraiment forts. Enfin, il y a Ils savent aussi faire dans la poudre. Le Georgia Pro cette année, c'était. Ah bah oui, bien sûr qu'ils Oui. savent faire dans la poudre, mais ça permet, vu qu'ils s'entraînent énormément dans des conditions de merde, eux, ça leur pose. Moi, j'aurais pas pris un départ d'une compète s'il n'y avait pas de poudreuse à mon époque. Et c'est pour ça que je faisais pas de compète. J'ai jamais voulu faire le World Tour, ne serait-ce qu'une seconde, parce que j'étais là, mais moi, j'ai hors de question que je skie de la mauvaise neige. Monsieur Julien mérite le meilleur. Non, mais le principe et ce qu'on devait faire, nous, c'était aller chercher la bonne neige et aller dans les endroits où il y avait de la bonne neige. C'était ça le leitmotiv de la saison. Ouais. C'est la neige, elle tombait, on y allait et puis on ramenait des images dans de la bonne neige. Maintenant, un compétiteur, c'est plus ça qu'il fait. C'est qu'il doit être performant dans toutes les. Mais le changement climatique est passé, non. Il y a pas le choix, faut y aller. C'est pour. Non, mais moi, c'est l'avenir.
Tiens, ça merde. Lui, il a vécu à l'année où il prenait l'hélico, le Bah, skidoo, et il y avait 1,50 m de neige. Je sais pas si. En Europe, on a toujours eu des conditions difficiles. Mm. Je sais pas si le changement climatique en Nord-Amérique, il y a encore des très belles conditions. Et c'est pareil, hein, nous, à l'époque, à Whistler, je vais te dire qu'on en a passé des mois à regarder la pluie tomber. Ça, c'est sûr. Quand t'as pas les moyens, t'as pas l'orga, tu vois, t'es là à essayer de choper la belle neige, mais général, enfin, on sait comment c'est. Hein. Le gars qui essaye de choper la belle neige, il prend un avion, il y va, puis c'est pourri. C'est souvent comme ça. Donc tu passes la moitié de ta saison à courir après. Mais en tout cas, nous, on sortait les caméras pour filmer de la belle neige. Non, mais moi, je suis le premier à m'en plaindre. Je me faisais la C'est pas réflexion. quitté, mais c'est notre stagiaire. Non, mais c'est le stagiaire. Mais je suis le premier à m'en plaindre, tu vois. J'ai faisais la réflexion à High Five. J'ai encore vu 3 films. C'était 3 films de rando où il n'y avait pas de poudre. À un moment, moi je suis cette génération où j'aime bien aller voir ma dose de poudre au cinéma quand même. Faut vraiment... Ouais, bah, c'est... Après, t'as dit le mot aussi interdit, film de rando. Donc après, faut pas t'attendre à grand chose quand tu regardes un film de rando. Ça devait être sûrement dans les Bauges ou en Chartreuse sauvage. Moi, ça m'intéresse d'avoir l'avis de Julien là-dessus. Big up à Tu Femme viens un Fleur. peu de le donner, mais Bah, on peut faire de la rando. Enfin, tu peux faire de la rando skidoo et aller chercher de la bonne neige et montrer des images de grosses poteaux aussi. Ouais, ça dépend ce que tu veux montrer. Ouais, si tu veux Après, moi, quand j'étais en carrière, c'était ce que je voulais montrer, c'était pousser la discipline réellement. Bon, peut-être pas sur la fin, mais hein et quoique Double Japan, c'est bon, c'est validé. j'ai toujours essayé de pousser au max moi de mes capacités, tu vois. Mais c'était ça, c'était de pousser la discipline. C'était pas de faire un petit film comme ça. Et à l'époque, notre idéal esthétique, c'était des gros sauts. C'était des gros sauts aussi. Parce que je sais pas si tu regardes les sauts qu'on faisait à l'époque. La longueur surtout. C'était des gros tirs. Maintenant, non, mais maintenant, il y a eu une génération, il y avait nous, on se mettait des gros tirs. Parce qu'on n'avait pas non plus 50 000 tricks, tu vois. Donc, il fallait des gros sauts esthétiques, jolis, machin. Un 3-6 minutes sur et 10 longueurs différentes. mais non, mais c'était ça. Et surtout, moi, j'avais pas beaucoup de tricks. Le back of trick, on avait hésité de te poser la question, est assez maigre, hein, Julien. Ouais, Pour une carrière aussi longue. Il est assez faible. Et puis surtout que je l'ai fait qu'une fois, quoi. Et J'étais ouais, là, et puis- paf, ça c'est fait. T'es un snob, donc Ouais. tu refuses les trucs faciles, tu refuses de faire des backflips parce que c'est un truc de freerider. Voilà. Donc il te restait des 3, des 7, Ouais. 2-3 grabs et À double cork aussi, hein. Switch 9, Switch 5. Double cork fait une fois, voilà, hop, on en fait plus. Ça, c'est fait. Mais ça, c'est un regret parce que j'ai pas assez bossé là-dessus, mais bon, écoute, c'est comme ça. C'est jamais trop tard, Julien. Ouais, si, Le je comeback. crois que c'est un peu tard. Mais notre esthétique, il était là. Il était dans aller chercher ces trucs-là. Si on chépait pas un gros saut, on le sautait pas. Et la génération d'après, tu vois, même avec des gars comme Tudor, tu vois, qui était super fort. Moi, je regardais ses segments, j'étais là, putain, ok, il fait un triple cork. Et le saut, il fait 17 mètres de long, tu vois. Alors, on était, ah ouais, bah ok, c'est peut-être ça l'évolution. C'est les gars qui tournent plus sur des sauts un peu plus faciles parce que ça leur permet d'ouvrir un peu plus à la technique, tu vois. Parce que quand t'arrivais à nous, le gap à la plane, là, le step-up gap, on arrivait à 92 km/h dessus. Donc, bon. Ouais, ou les premiers tricks à chat gap, pyramide Ouais. gap aussi, où Ouais, c'était dessus, quoi. trucs que c'est peut-être que maintenant ils font des doubles corks, ça j'en doute pas, mais à l'époque on pouvait pas parce que de toute façon il y avait Vous n'avez pas d'airbag pour vous entraîner l'été. ça aussi, ouais, c'est sûr. Sûr. Allez, s'il y avait eu des airbags à l'époque, là, tu Ouais, aurais fait nous on faisait un peu de water jump. Non, on s'entraînait un peu. Ouais, moi j'y serais allé, ouais, je pense. On attaque la rubrique tu préfères. Tu préfères Rossignol ou Armada? Rossignol. Ah ben grave. Tu préfères c'est l'aventure que j'ai eue à Armada. Moi, si je pouvais me les faire, je me les fais. Mais une rancœur personnelle. ah bah ouais, il y a une On rancœur parle personnelle. Et moi, chez Rossignol, non, ça s'est toujours bien passé. Armada, non, l'aventure, elle est exécrable. C'est des gens qui nous ont pas fait confiance. On n'a jamais eu un seul bilan. Le jour où on signe, le CEO nous dit à tous les riders, vous dites pas que vous êtes actionnaire.
Pourquoi on dirait pas qu'on est actionnaire Vous l'êtes plus pour longtemps. Exactement. Vous l'êtes peut-être pas vraiment. Bah ouais, non, mais c'était un peu ça. On n'a jamais eu de bilan, on savait rien, on s'est fait niquer. Et la boîte, après, je pense que Armada a vraiment changé en manière marketing et ça a changé l'industrie du ski. Enfin, pas la grande industrie du ski, mais ça a quand même bousculé pas mal de choses, pas mal de codes dans l'industrie du ski. Bon, il y avait Line avant aussi, hein, mais je pense que Armada, après, je sais pas, forcément j'ai un biais, mais je pense que ça. Tu regardes avant Armada, après Armada. Quand on a fait Armada, il y avait 7-10 majors. Les 10 ans après Armada, il y a eu une trentaine de marques de ski. Bah oui, en fait, ce que les gens ont aussi oublié peut-être dans l'histoire, c'est qu'Armada était une des premières marques 100% free ski. Comme tu disais, il y avait Line, qui a une histoire un peu particulière avec K2. Mais, donc tu avais Armada, mais aujourd'hui tout ce qui est Faction, Black Crow, je pense qu'on pourrait en citer 10 des marques, mais là j'arrive pas à trouver un seul nom. Forefront. C'est arrivé après en fait, et même vous étiez seul pendant quelques saisons quoi. À être 100% free ski sur ce segment-là, et il y avait que les majors. Bah ouais, bien sûr. Tu préfères des spins ou flat spin? C'est quoi? C'est l'histoire du D-spin encore là? Cette fameuse histoire du D-spin. Bah là, c'est D-spin, c'est Douglas Spin, donc Mike Douglas. Mais sauf que Douglas, il m'a vu le faire un an avant qu'il l'a refait sur les glaciers. Et ça, bon après, je sais même pas s'il l'a fait exprès. Mais Mike était assez réputé pour s'inspirer. Voilà, mais c'est comme ça. Donc, mais il était assez bon pour le mettre en Explique communication. aux non-experts ce qu'est un D-spin. Moi, j'ai jamais voulu y mettre un nom dessus parce que c'est une vrille arrière. Vrille arrière. Oui. C'est une vrille arrière. Donc un peu désaxé et fait à la sauce Balek. Donc on renomme ça le G-spin en France. Ouais. Mais moi, j'aime mieux le flat spin. Ok. Ah bah ouais, c'est le D-spin a mal vieilli quand même. Tu préfères les JO ou les X-Games? Les X-Games, ouais. Okay. La plaine Belle-Côte ou Plagne Centre? Bah Belle-Côte, c'est chez maman. Je croyais que c'était dans les Pyrénées chez maman. John Olson ou Candide? Je vais dire Candide pour ce qu'il a apporté au ski quand même. C'est quand même incroyable. C'est incroyable qu'il fasse encore des trucs maintenant et au niveau ride, c'est. Ouais, qu'il soit resté là. Ouais, qu'il soit toujours là et qu'il casse toujours les internets à chaque edit quoi. Dernière question là, non pas des moindres. Jean-Louis David ou Jacques Desange? Ah bah je vais pas répondre. Ah non, on se termine là-dessus. Merci Julien, c'était hyper cool, hyper intéressant de discuter. On se retrouve dans un autre épisode bientôt. Allez, ciao à tous. Merci d'avoir écouté Daily Free Ski Podcast. Pas la peine de te faire chier à mettre des notes, ni t'abonner à notre compte Insta. Va manger tes morts. Génial! Je te remercie! Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein! Putain, mais c'est dingue!